Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du journal de 23h ce soir, dans le titre de ce dernier virage de l'info. Air Côte d'Ivoire a inauguré ce mercredi 15 octobre sa toute première liaison long courrier entre Abidjan et Paris. Avec son nouvel Airbus A330 Neo, la compagnie nationale confirme son ambition de devenir un acteur majeur du transport aérien en Afrique de l'Ouest, offrant un confort optimal sur 4 classes. Le procureur de la République, Koné Braman, a fait un point ferme sur les arrestations consécutives aux récentes manifestations de rue. Plus de 700 personnes ont été interpellées et les procès ont débuté ce jeudi dans un climat tendu où la justice affiche sa détermination à faire respecter l'ordre. Lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement dans ses réformes économiques. Le gouvernement multiplie les rencontres pour rassurer les partenaires au développement et poursuivre le projet qui renforce la stabilité et la croissance du pays. Merci de regarder RTI 1, c'est un tournant décisif pour le transport aérien ivoirien. Air Côte d'Ivoire a officiellement lancé ce mercredi 15 octobre sa toute première ligne long courrier entre Abidjan et Paris. À bord de son tout nouvel Airbus A330 Neo, la compagnie nationale signe une grande avancée vers l'international et conforte sa place de leader régional. La justice prend la parole après les récentes tensions dans les rues. Le procureur de la République, Koné Braman, s'est exprimé ce jeudi pour faire le point sur les interpellations. Plus de 700 personnes ont été arrêtées et les premiers procès ont débuté. Une fermeté affichée face aux troubles à l'ordre public. Des propos recueillis par Kolo Koulibaly. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment,
nous avons interpellé environ 700 personnes. Toujours dans le domaine de la justice, la douane ivoirienne muscle sa riposte contre la fraude. À Grand Bassam, une rencontre stratégique entre magistrats et douaniers a permis d'harmoniser les approches pour une meilleure judiciarisation du contentieux douanier. L'occasion de revisiter le nouveau code des douanes de 2022 et de renforcer les mécanismes de lutte contre la contrebande. Retour sur les détails de la rencontre avec l'Ancine Bakayoko. Ces travaux stratégiques sur la judiciarisation du contentieux douanier visent à renforcer la lutte contre la fraude, la contrebande et les trafics illicites de marchandises, en dotant la douane d'outils juridiques modernes et surtout en permettant à certains agents des douanes d'agir en tant qu'officiers de police judiciaire. Ces mutations historiques pour notre administration appellent à une compréhension partagée des procédures judiciaires et à un dialogue permanent avec les magistrats, garants de la légalité de nos actes. L'enjeu pour les magistrats, c'est de s'imprégner des procédures douanières et de s'approprier les nouvelles techniques d'enquête comme les livraisons surveillées ou les infiltrations. Le transfert du contentieux douanier vers les juridictions vise plusieurs objectifs. Bien entendu, assurer une meilleure impartialité dans le traitement des infractions, renforcer les droits de la défense et les garanties du procès équitable, et éviter bien entendu les conflits d'intérêts en séparant les fonctions d'enquête et de jugement. Établir la confiance entre l'administration, les opérateurs économiques et les citoyens. Ce partenariat entre la douane et la justice devrait permettre une répression plus efficace des délits souvent liés à la criminalité organisée, tels que le blanchiment de capitaux, la corruption ou encore le trafic illicite de marchandises. Plusieurs défis nouveaux pour les différents acteurs de part et d'autre. Pour la justice, les magistrats devront s'imprégner davantage des procédures douanières et des droits douaniers. En ce qui concerne les agents des douanes chargés des enquêtes qui ont la qualité de ces produits judiciaires, ils devront eux aussi s'approprier les dispositions du Code de procédure pénale. Il s'agit maintenant de créer les conditions pour faciliter l'opérationnalisation du statut d'OPJ pour les agents des douanes et à mieux structurer un cadre de coopération durable entre les deux institutions. À Washington, la Côte d'Ivoire réaffirme sa stabilité économique en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La délégation ivoirienne, conduite par les ministres Adama Coulibaly et Niali Kaba, multiplie les échanges avec les partenaires au développement. Le pays maintient la confiance des bailleurs et confirme sa trajectoire de croissance. Le reportage de Serge Coléa. Malgré le contexte électoral et la campagne présidentielle qui bat son plein, la Côte d'Ivoire tient à honorer ses engagements au niveau de l'agenda de l'économie mondiale. Le pays participe de façon active aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington. Réunion des ministres de l'UEMOA, rencontre avec les partenaires privés avant de faire le point avec Wotabuna Ouattara, administrateur du groupe Afrique 1, représentant les pays de l'UEMOA au sein du conseil d'administration du FMI. Les partenaires sont rassurés. Nous avons rencontré également beaucoup de partenaires qui saluent en fait les performances économiques de la Côte d'Ivoire, mais aussi la bonne gestion des affaires économiques et financières. La Côte d'Ivoire aujourd'hui présente un profil qui est assez haut et qui fait que nous sommes considérés comme un pays pilote sur beaucoup d'initiatives de financement au plan international. Donc ce haut profil est lié essentiellement à la bonne gouvernance du pays, pilotée par le chef de l'État et aussi par le gouvernement qui suit les instructions et les orientations du président de la République. Nous profitons de notre présence donc pour faire le point avec les partenaires au développement. Tout à l'heure, avec M. le ministre, nous allons rencontrer la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, le vice-président Diagana et toute son équipe pour faire le point. Nous avons un nouveau plan national de développement qui va rentrer en exécution à partir de janvier 2026. C'est un PND assez ambitieux dans sa démarche,
ambitieux dans son fonctionnement, dans ses besoins de financement également. Il était important que dès à présent, on commence à réfléchir avec eux sur les perspectives. Et nous avons commencé à regarder comment accompagner de façon pertinente en financement, mais également en innovation, le secteur de l'agriculture qui est un secteur central dans le prochain plan national de développement. Les deux membres du gouvernement présents à Washington rassurent et renforcent la confiance de la Côte d'Ivoire auprès des institutions de Bretton Woods. On parle maintenant de la Journée mondiale de l'alimentation qui a été célébrée ce 16 octobre avec un objectif clair, zéro faim d'ici 2030. En Côte d'Ivoire, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani appelle à une mobilisation générale pour faire du pays un véritable grenier agricole de la sous-région, une vision portée par des actions concrètes en faveur de la sécurité alimentaire. Un éclairage de Lansine Bakayoko. En agissant ensemble sur les chaînes des valeurs alimentaires, la Côte d'Ivoire ambitionne de garantir la sécurité alimentaire à toutes ses populations. Cet objectif a amené le ministère en charge de l'agriculture à mettre en place plusieurs projets qui ont été inscrits au programme national d'investissement agricole de deuxième génération PENIA 2. Ces projets permettent à court et à moyen terme de relever les niveaux de la productivité agricole en lien avec le changement climatique, de réaliser des infrastructures de commercialisation de nos produits vivriers, d'améliorer l'accès au financement et à la transformation de nos matières premières, afin de parvenir à des chaînes de valeur vivrières plus performantes, plus compétitives et plus durables. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents programmes alimentaires, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui financier des partenaires au développement. C'est pourquoi, pour nous, l'occasion est belle, au nom du gouvernement ivoirien, de remercier tous les partenaires au développement, en particulier les 3 agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la FAO, le FIDA et le PAM, pour toutes les actions qu'elles entreprennent pour le bien-être des populations et bien évidemment, notamment celles qui vivent dans les zones rurales. Au-delà de la nécessité d'adresser les défis liés à la lutte contre la faim et à la malnutrition, et surtout de mettre à la disposition des populations des aliments sains, nutritifs et durables, le gouvernement veut augmenter la contribution de l'agriculture au développement économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la part de l'agriculture à l'économie nationale s'élève à 22%. Elle occupe 50% de la population active. Le café ivoirien, longtemps reconnu pour sa qualité brute, entre dans une nouvelle ère. Marc Horry, producteurs et transformateurs, ont présenté les multiples dérivés de ce produit local à travers des créations culinaires originales. Une manière de redonner ses lettres de noblesse à un secteur stratégique en pleine mutation. Nadège Kassi, Martha Kissi, Yamaso. Des mets et des boissons aussi agréables à la vue qu'au palais, tous élaborés à partir de café ivoirien. Ce rendez-vous gastronomique met à l'honneur un produit qui fait tant la fierté du pays que le plaisir des consommateurs. Le café fait partie de ce volet touristique parce qu'on ne peut pas passer, surtout en Côte d'Ivoire, sans déguster du café. Nous sommes quand même l'une des nations qui porte ce produit depuis longtemps en termes de production. Et c'est toujours intéressant de pouvoir associer le café. J'ai été surpris de découvrir ces saveurs gustatives qui étaient vraiment très bien. Et nous faisons bien d'être là pour aider à cette valorisation. Mais le café, c'est aussi une histoire de travail. Sa production et sa consommation locale font vivre des producteurs, des commerçants et même des familles entières. C'est vrai qu'on parle très souvent de tous ceux qui travaillent vraiment dans le domaine du café, mais nous qui consommons, qui sommes au bout de la chaîne, de temps en temps, il faudrait qu'on nous fasse un clin d'œil. Et lorsqu'on prend des initiatives justement pour encourager ceux qui sont en début de la chaîne, il faudrait qu'ils nous accompagnent. À côté de nous, il y a des producteurs qui ont fait des produits pour nous montrer aussi que le café, en dehors de sa nature de boisson et de sa nature d'épice, peut être utilisé aussi dans les produits cosmétiques
et puis dans beaucoup d'autres éléments. Cet instant de dégustation de café se présente comme un moyen de valoriser le savoir-faire local. On parle maintenant de santé à Grand-Bassam. La sensibilisation bat son plein dans le cadre d'Octobre Rose. 300 femmes ont participé à une vaste campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus menée par l'ONG Femmes de Valeur et son partenaire SAFA. Une action préventive saluée qui vise à sauver des vies grâce à l'information et au dépistage précoce. Plus de détails avec Régis Kofi. C'est un mal pernicieux qui ronge la vie de plusieurs. Le cancer du sein touche en particulier la population féminine. Face à cette pathologie, l'une des armes reste le dépistage, d'où la séance d'information initiée à Grand-Bassam par l'ONG Femmes de Valeur. Il faudrait quand même que nos hommes, déjà, nous sensibilisent également à aller faire le test, le dépistage, que ce soit au niveau des seins et du col de l'utérus. Également demander aux mamans de sensibiliser leurs enfants pour que cette journée d'Octobre Rose soit un peu plus prônée dans les structures. À cette séance d'information, les gestes de prévention ont été présentés ainsi que les facteurs de risque. Pour le cancer du sein, il y a des facteurs de risque familiaux, il y a des facteurs de risque hormonaux, c'est-à-dire les pilules progestatives, il y en a qui peuvent vous amener à avoir le cancer du sein. Il y a aussi le fait d'avoir eu un kyste avant, le fait aussi de ne pas faire l'autopalpation sont des facteurs de risque. Des troubles hormonaux peuvent entraîner le cancer du sein, mais ce ne sont pas des causes tangibles. Plus de 300 femmes de la ville de Grand-Bassam en ont profité pour connaître leur statut face au cancer du sein et celui du col de l'utérus. Je suis venue me faire dépister parce que je ne veux pas rester dans l'ignorance. J'ai déjà vu ce que le cancer a causé comme dégâts dans la vie de nos différentes sœurs. C'est une maladie qui tue dans le silence et les femmes ne savent pas. J'invite mes camarades et mes mamans à venir se faire dépister. Le cancer du sein est la cause de décès par cancer la plus fréquente chez la femme. Le cancer du col de l'utérus, bien que moins fréquent dans les pays développés, grâce au dépistage et à la vaccination, reste néanmoins une cause majeure de mortalité dans le monde. Octobre Rose inspire des gestes forts. Le maire de Cocody et sa délégation a fait un important don au Centre national de radiothérapie et d'oncologie. Une valise médicale et une enveloppe de 5 millions de francs CFA ont été remises pour soutenir les soins et diagnostics mobiles dans le cadre de la lutte contre le cancer. On regarde les temps forts de la remise avec Clément Bocco. Le cancer est une maladie grave en nette augmentation en Côte d'Ivoire, selon un récent rapport du ministère de la Santé. Le dépistage tardif et le coût élevé des traitements limitent l'accès des patients à des soins de qualité dans certaines régions. Ainsi, la mairie de Cocody fait don d'une valise médicale et d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour renforcer les capacités du Centre national de radiothérapie et d'oncologie CNRAO pour les soins et diagnostics mobiles des patients. La motivation de ce don, c'est les performances et le travail efficace abattu par le professeur Didi Coco et toute son équipe. Donc la commune de Cocody ne pouvait qu'être à leur côté pour pouvoir les aider à améliorer encore et à performer tout ce qu'ils ont au niveau de leur centre. Donc nous leur disons merci, félicitations. Et le commissaire municipal et moi-même serons toujours à leur côté pour pouvoir les accompagner de telle sorte que nos administrés puissent en bénéficier et les administrés des autres communes. Saluant ce geste, la directrice générale du CNRAO a profité pour présenter le centre, ses missions et ses perspectives. Déjà en fin d'année 2024, le CNRAO avait déjà reçu plus de 13 000 nouveaux patients. Et là, on a dépassé le milieu de l'année 2025 et nous sommes à plus de 16 000. Nouveaux patients avec plus de 80 000 consultations parce que vous savez qu'en cancérologie, c'est plusieurs fois qu'on vient en consultation. Aucun traitement ne doit être retardé au CNRAO pour des raisons financières. Donc c'est sûr, les patients ont leurs factures. Quand ils ont les moyens, ils payent. Quand ils n'ont pas les moyens, ils versent ce qu'ils ont et ils ont la possibilité de payer la différence de manière différée et même par fractionnement. Par cette action sociale, le maire Jean-Marc Yassé démontre une fois de plus son engagement en faveur de la santé publique.
Éducation pour tous, éducation de qualité. L'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire a fait don de kits scolaires et pédagogiques à 2 établissements primaires de la commune de Treichville. Une action citoyenne pour soutenir élèves et enseignants à la rentrée dans une vision de transformation durable du pays. C'est un reportage de Christian Kouakou et Sidonie Davila. 120 kits scolaires composés de cahiers, de stylos, de craies, de cartables et de matériel pédagogique ont été distribués aux écoliers et aux enseignants du groupe scolaire Chicago et à l'EPP Sikoji Arras 3 à Treichville. C'est une initiative de l'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire, APCCI. Monsieur le directeur, nous sommes très heureux de recevoir ces kits qui, pour beaucoup d'entre nous, aideront à soulager nos parents en cette période de rentrée scolaire où les dépenses familiales sont multipliées. Ces kits-là, c'est un boom au cœur que ça vient de faire. Ça veut dire que quelque part, le cri de cœur que nous avons lancé depuis le port a été entendu. Et nous attendons encore plus. Par ce geste, la PCCI réaffirme son engagement en faveur de l'éducation. Le geste que nous avons fait ce matin, c'est avant tout en direction de l'éducation de nos enfants. Et nous avons choisi cette école primaire pour apporter des kits scolaires, pour soutenir les enfants, mais pour soutenir également les familles, les parents des élèves et en même temps le corps enseignant. L'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire entend ainsi bâtir les fondations d'un avenir meilleur pour les élèves de Côte d'Ivoire. Elle a également sillonné la ville de San Pedro et la région des Lagunes pour des distributions de kits scolaires. On ouvre à présent le chapitre de la cohésion, de la paix et du développement local à Bouandougou, dans la région du Béré. Le sous-préfet multiplie les appels à la mobilisation collective. Lors d'une tournée de proximité, il a insisté sur l'importance de la fraternité, de la scolarisation et d'élections apaisées. Une correspondance signée Boubacar Silla. Le sous-préfet de Bouandougou accueilli en liesse à Diétigisso. Les populations saluent ainsi la première étape d'une tournée de 28 villages dans cette sous-préfecture dans la région du Béré. La même effervescence à Kamoro, Libisso et Bouandougou. Une visite de proximité dans le cadre des activités du conseil préfectoral. Notre sous-préfet, depuis la reprise des conseils de sous-préfecture, soucieux du développement de sa circonscription, il a proposé donc de faire des tournées de sensibilisation dans toute sa sous-préfecture. Cela est très salutaire parce que ça nous amène directement au développement de notre région. Cette tournée de jour comme de nuit visait à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Était à l'ordre du jour la sensibilisation pour la scolarisation des enfants, la déclaration des naissances à l'état civil et la lutte contre l'orpaillage illégal. Le sous-préfet de Bouandougou a également appelé à des élections apaisées. Nous avons insisté sur la cohésion sociale entre les populations, sur la culture de la paix. Nous devons nous donner les moyens nécessaires pour que l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain se déroule dans les meilleures conditions possibles et que nous ayons une élection apaisée à Bouandougou. Des directeurs, chefs de service, représentants des femmes, jeunes et confessions religieuses ont également pris part à cette tournée. On reste dans l'élan de la cohésion sociale à Yopougon-Jesco. Les femmes prennent la parole pour la paix. À l'approche de l'élection présidentielle, l'ONG Voix de Femmes a mené une action de sensibilisation en faveur de la cohésion sociale avec un message clair, préserver la paix avant, pendant et après le scrutin. Le récit de Michel Mambo. Aujourd'hui, tout le monde va à ses occupations. Pourquoi ? Parce qu'il y a la paix. J'aime mon pays, je participe à la paix. C'est la campagne lancée par l'ONG Voix de Femmes. À Yopougon-Jesco, secteur autoroute, les membres de l'organisation sillonnent les artères, marchés et autres espaces publics au cœur du message véhiculé, la paix et la cohésion sociale. Nous devons nous lever pour dire non à la violence, pour dire non à la déstabilisation de notre très belle nation. La Côte d'Ivoire est notre bien commun et nous devons tous et toutes la protéger. Soutenue par la Commission électorale indépendante, CEI, appuyée par l'Union européenne, l'action vise à sensibiliser la population sur le rôle essentiel des femmes et des jeunes dans la pacification du processus électoral. Nous sommes contents de ces sensibilisations pour qu'en interne,
il y ait déjà la paix, nous entendions avant toute chose. Encourager la participation citoyenne, promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble, prévenir les conflits et renforcer la cohésion, des idéaux partagés par les leaders de jeunes et de femmes de Yopougon-Jesco, mais aussi des communes de Marcory et d'Atekoubé venus apporter leur soutien à l'action. Face aux enjeux de la présidentielle 2025, les leaders religieux unissent leur voix pour la paix. La Commission nationale des présidents de Fédération des églises protestantes de Côte d'Ivoire a organisé une prière œcuménique à Abidjan, une prière pour demander la stabilité du pays, une action interreligieuse marquée par la solidarité avec la distribution de kits alimentaires. Roxane Mbaché, Didier Nguessan, Joël Mambou. Plus de 3000 drapeaux aux couleurs nationales brandis, symbolisant la stabilité du pays. Un programme de prière initié par la Commission nationale des présidents de fédérations et églises protestantes de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'intercéder pour la paix au bénéfice de la nation. C'est une très bonne action pour notre pays parce que la Côte d'Ivoire a mal. On a traversé beaucoup de crises, beaucoup de guerres. Une action à saluer. C'était pour nous aussi une opportunité de sensibiliser le monde chrétien à pouvoir sortir pour aller voter le 25 octobre. La cérémonie est marquée par la présence de différentes confessions religieuses et la distribution des kits alimentaires composés de 5000 sacs de riz. La Commission nationale des présidents de fédérations et églises protestantes de Côte d'Ivoire comprend 85 fédérations collectives et 10 327 pasteurs. Le programme de prière continue dans les jours à venir dans tout le district d'Abidjan. L'apothéose est attendue au soir du 24 octobre 2025. On parle maintenant de développement. Dans la région de l'Indénié-Diois-Blanc, un budget de plus de 6 milliards de francs CFA a été adopté pour l'exercice 2026. Une enveloppe conséquente qui vise à financer de nombreux projets de développement, favorisant ainsi la croissance économique locale. La décision a été prise lors de la 3e session du conseil régional tenue à Bengourou. On retrouve Herman Yamia. La 3e session du conseil régional de l'Indénié-Diois-Blanc s'est tenue avec la présence de plus de 3/4 des conseillers régionaux. Il a été essentiellement question de l'adoption du budget primitif pour l'exercice 2026. Le budget primitif de l'année 2026 s'équilibre en recettes et en dépenses à un montant de 6 milliards 636 millions 325 000 francs CFA, répartis comme suit: 1 milliard 418 millions 852 000 francs CFA en fonctionnement, soit 20,20%, et 5 milliards 295 millions 473 000 francs CFA en investissement, soit 79,80%. Ce budget connaît une hausse d'1 milliard 946 millions 139 000 francs CFA par rapport au budget primitif de l'exercice de 2024. Wadia Issé a profité de l'occasion pour faire un bilan succinct des investissements réalisés par le Conseil régional sur la période 2022-2024. Il s'agit d'une 50aine de marchés qui ont été attribués. Il a aussi indiqué que de nombreux projets seront encore engagés en 2026. La dotation d'investissement nous permet de réaliser les infrastructures, les écoles, les collèges, l'adduction d'eau, l'électrification des villages. Présent à cette cérémonie, le préfet des régions a salué la vision de développement portée par le Conseil, tout en lançant un appel solennel aux populations en cette période électorale. Développement local et appel à la paix, deux messages forts portés lors de cette session du Conseil régional de l'Indénié-Diois-Blanc. L'année 2026 s'annonce comme un tournant pour cette région de l'Est ivoirien. Un mot de culture avant de refermer ce journal avec l'actualité internationale. Au cœur de la célébration de l'Abissa, le mercredi est consacré aux femmes Nzima, véritables gardiennes des traditions culturelles. Lors de cette journée spéciale, la reine Ngetieba II, reine-mère des Nzima Kotoko, fait sa sortie officielle. Pour l'édition 2025, Kandia Kamara, présidente du Sénat, a honoré cette fête en tant que marraine, saluant l'engagement des femmes Nzima dans la préservation de ce patrimoine culturel vivant. Un reportage de David Soyo. La présidente du Sénat, aux côtés des femmes Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire,
Le mercredi de l'Abissa est dédié à la femme Nzima. Une journée placée sous le contrôle de la reine-mère d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Ngetia Ba II. Ce moment met en lumière l'implication et l'importance de la femme Nzima dans l'Abissa. Une implication traduite par les pas de danse en parfaite harmonie avec les sons du tam-tam sacré, le ndongbole. La marraine Kandia Kamisoko Kamara, désormais Mami Akuba, accompagnée de la reine-mère, démontre également sa maîtrise de la danse du Nouvel An d'Nzima en suivant les rythmes du tam-tam ancestral. Chaque année, l'Abissa devient un creuset du rassemblement, du vivre ensemble. C'est l'occasion pour montrer à la face du monde le rôle important que joue la femme dans la culture Nzima Kotoko. La femme, elle est mère, elle est actrice de paix, actrice de développement, ici dans la région, mais en même temps aussi, c'est un modèle à copier. Autre temps fort, la parade des familles Ezoïlé et Ndouafou, avec leurs symboles, accompagnés des enfants de la cour royale et du groupe de danse à Tchouin-Kwasi. Les chansonniers, maîtres dans la critique sociale, sont également au rendez-vous. Cette journée consacrée aux femmes Nzima sonne comme la reconnaissance de la femme pour tous ses efforts consentis pour le bonheur de la famille, pour la consolidation de la paix et surtout pour la pérennisation des valeurs culturelles de l'Abissa. La Côte d'Ivoire riche de sa diversité culturelle, c'est tout pour cette édition de 23h. Merci de votre attention. Bonsoir.